Vous écoutez le cycle des IA, bienvenue dans le premier épisode. Je suis Rémi Bachat, passionné de SEO et de data science et aussi co-créateur des formations Data SEO Labs. Je vais d'abord vous présenter le concept du podcast, le cycle des IA. On va parler ici des usages de l'intelligence artificielle dans le marketing, avec un focus sur le SEO parce que c'est vraiment ce que j'adore, et peut-être qu'on parlera aussi d'autres sujets qui m'intéressent comme le SIA ou alors le contenu. D'ailleurs, s'il y a certains sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me laisser un message sur Twitter, @RémiBachat. Le but de ce podcast, c'est de tirer des applications concrètes du machine learning dans nos vies de tous les jours. Et puis on est quand même dans un labo, dans les Data SEO Labs, alors j'ai aussi envie de vous parler de R&D, de quelques expériences et d'innovation. Maintenant que les présentations sont faites, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce premier épisode ? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé de commencer ce podcast par une enquête sur Google RankBrain. Pourquoi commencer par vous parler d'un algorithme ? RankBrain est en place depuis 2015, mais son rôle reste assez mystérieux pour beaucoup de monde. Plus j'en ai appris sur RankBrain, et plus je voyais autre chose qu'une énième mise à jour d'algorithme. En fait, mes découvertes ont carrément amené chez moi une petite révolution dans ma façon d'appréhender le SEO. Je vous propose ici de partager avec vous toutes mes recherches sur Google RankBrain pour voir comment Google l'utilise dans son moteur de recherche et aussi creuser l'aspect technique, c'est-à-dire qu'on va lever le capot pour mieux comprendre son influence directe sur le SEO. Allez, c'est parti. RankBrain, vous avez probablement pu lire que c'était aujourd'hui le 3e facteur le plus important dans le classement des pages sur Google, juste après le contenu et les liens. Mais qu'est-ce que c'est au juste ce fameux RankBrain ? Tout commence en 2015 par un article publié sur le site bloomberg.com qui s'appelle « Google transforme son moteur de recherche en une intelligence artificielle ». Dans cet article, on apprend que Google utilise des briques de l'intelligence artificielle, et ça depuis quelques mois, dans ses résultats de recherche. Alors ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle, il y a Sylvain Perronnet qui l'expliquait dans une de ses conférences que j'ai beaucoup aimé, et c'est ce qu'on appelle en fait du machine learning. Pour être encore plus précis, Google RankBrain utilise une branche du machine learning qui s'appelle le deep learning. Alors je reviendrai plus en détail sur le machine learning et le deep learning dans un prochain épisode. En tout cas, sachez simplement que le principe, c'est de nourrir des algorithmes avec des données. Ces données qu'on appelle les données d'apprentissage, eh bien, elles vont être généralement préparées par des hommes. Elles vont permettre à la machine d'apprendre à reproduire une décision humaine. Mais en fait, le machine learning, Google en utilise déjà depuis un certain temps. C'est par exemple le cas dans Google Translate, dans lequel il utilise des algorithmes de deep learning pour la traduction de texte d'une langue à l'autre, et aussi dans Gmail, où on retrouve des algorithmes de classification pour détecter les spams, et aussi pour ranger les mails dans les bons onglets. Alors revenons à RankBrain et à notre article de Bloomberg de 2015. Greg Corrado, qui est alors Senior Research Scientist chez Google, explique que RankBrain utilise l'intelligence artificielle pour intégrer de grandes quantités de langage écrit dans des entités mathématiques appelées des vecteurs. Tout ça pour que l'ordinateur puisse les comprendre. Il dit également que si RankBrain voit un mot ou une phrase qu'il ne connaît pas, la machine peut deviner quels mots ou phrases peuvent avoir un sens similaire et filtrer le résultat en conséquence. Greg Corrado affirme également que RankBrain fait partie des centaines de signaux, les facteurs de ranking, qu'utilise Google pour classer ses pages de résultats. Vous voulez savoir pourquoi ? Un petit peu avant que RankBrain ne soit officiellement validé, il y a eu chez Google un duel entre l'IA et des experts de l'équipe Search, un peu comme il y a eu avec le jeu de Go et plus récemment avec StarCraft. Et je vous le donne en mille, ce qui s'est passé, c'est que l'IA a dépassé les experts. En gros, elle a eu un taux de réussite de 80% et l'humain de 70%. En quelques mois, RankBrain est ainsi devenu le 3e signal le plus important dans le classement des pages. Alors on fait un petit saut dans le temps, 2 ans plus tard, on est donc en 2017, lors du Google I.O., et Sundar Pichai, le CEO de Google, démarre sa keynote en dévoilant la nouvelle philosophie de l'entreprise. Mobile First to IA First. L'intelligence artificielle a définitivement percé. C'est plus seulement une évolution technique des services que propose Google, c'est carrément une ligne directrice pour la société et ses différentes entités. Aujourd'hui, l'IA, elle est présente dans tous les services de Google, ou presque. Elle est présente dans la recherche d'images, dans la traduction, dans les suggestions YouTube, dans Gmail, dans l'assistant personnel,
notamment dans Duplex, qu'on a pu voir au Google I/O 2018, qui était d'ailleurs une des annonces les plus marquantes. Mais l'utilisation du deep learning dans les résultats de recherche chez Google a peut-être été l'un des virages IA les moins faciles à prendre. Alors c'est peut-être dur à imaginer aujourd'hui, mais effectivement c'était pas gagné d'avance et il y a un article de Wired de 2016 qui s'appelle Comment Google est en train de se transformer en une entreprise machine learning first, qui va donner la parole à des ingénieurs de Google et expliquer justement cette période charnière avec la montée du machine learning chez Google. On y apprend notamment qu'il y a eu un gros travail d'évangélisation en interne pour l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle comme le machine learning. En fait, c'est un article, cet article de Wired, qui est finalement assez rassurant, je trouve, parce qu'on voit que même chez l'un des géants du web, comme Google, il y a eu une phase de démocratisation de la data science en interne. Ça me fait d'ailleurs penser à un article de Airbnb que j'avais lu, dans lequel ils parlaient de la Data University qu'ils avaient créée pour répondre à des problématiques similaires de démocratisation de la data dans l'entreprise. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on remarque avec Google ? La première chose frappante, c'est que l'arrivée de RankBrain a permis à Google de passer d'un moteur de recherche sous contrôle, c'est-à-dire codé en dur, en quelque sorte du code statique avec des conditions, à quelque chose de plus évolutif face aux nouveaux comportements des utilisateurs. L'allongement des requêtes, la recherche vocale, etc. Plus évolutif parce que RankBrain est constamment alimenté en données pour le faire apprendre. Alors comment ça se traduit ? Les résultats vont être plus pertinents et l'utilisateur, qui est toujours plus pressé, gagne du temps dans ses recherches. Et ça, c'est un bon point pour nous faire continuer à utiliser Google. L'arrivée de RankBrain a également permis à Google de montrer l'exemple dans l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que Google est aussi un fournisseur de cloud. Pour accélérer le virage IA et l'utilisation du deep learning par ses équipes, mais aussi par le monde extérieur donc, Google a créé un certain nombre d'outils, dont TensorFlow, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un framework de machine learning open source, qui fait aujourd'hui partie des plus utilisés dans le monde, et puis les fameux processeurs TPU, les Tensor Processing Unit, qui peuvent être vus comme une grosse amélioration des CPU et plus récemment des GPU, puisqu'ils sont à peu près 30 fois plus rapides que ces derniers. Tout ça, c'est un peu ce que j'appelle la preuve par l'exemple. Et il y en a un qui est allé à fond dans ce concept-là, c'est un certain Jeff Dean, cofondateur de l'équipe Google Brain. C'est l'équipe qui travaille sur les projets IA, qui a carrément affirmé dans l'article de Wired que sans les TPU, il n'aurait jamais pu faire RankBrain. Du coup, ce que j'en pense, c'est qu'au-delà de l'aspect classement des pages, la sortie de RankBrain, ça a été aussi un bon petit coup de pub pour les technos que vend Google. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le contexte de l'arrivée de RankBrain, je vous propose qu'on analyse un peu son rôle dans les SERP, dans les pages de résultats. On sait, grâce à l'interview de Greg Corrado dans l'article de Bloomberg de 2015, que RankBrain permet à Google de mieux interpréter et comprendre le sens des requêtes, c'est-à-dire l'intention de l'utilisateur. On sait également, grâce à l'article de Wired dont je parlais juste avant, que RankBrain est utilisé dans toutes les langues et sur toutes les requêtes. Mais il y a un autre aspect de RankBrain qui est assez mystérieux, celui dont on entend le moins parler, mais qui moi me fascine le plus parce qu'il a fait naître beaucoup de spéculations. C'est le rôle de RankBrain dans le classement des pages. J'ai pas mal cherché de preuves sur son existence et je pense que la première fois où ça a été évoqué officiellement, c'était dans un podcast de 2016 du site Marketing Land. Si vous voulez le retrouver, le podcast s'appelle Gary Illies on Machine Learning and RankBrain. Alors Gary Illies, c'est un webmaster trend analyst chez Google et dans l'interview, dans le podcast, il explique une des choses qui a le plus contribué à me faire revoir toutes mes croyances autour du SEO. En fait, il dit que Google utilise le machine learning pour produire de nouveaux signaux et aussi créer des signaux. Et ça, je pense que ça mérite une enquête un petit peu plus approfondie. Donc je vous en reparlerai dans un prochain épisode. On va maintenant plonger dans le cœur du moteur de recherche pour voir la place qu'occupe RankBrain au milieu des autres algorithmes. C'est impossible de parler de RankBrain sans évoquer un autre algorithme qui, par définition, si on enlève la partie machine learning, fait à peu près la même chose. Je vais ici vous parler de Hummingbird, qui est apparu 2 ans avant RankBrain. Hummingbird, il a permis à Google de mettre un gros coup d'accélérateur dans la recherche sémantique et plus globalement dans la compréhension et le traitement des requêtes en langage naturel. Pour être capable de mieux comprendre les requêtes et d'y apporter la meilleure réponse possible, Google doit à la fois décrypter le contexte et décrypter le sens, c'est-à-dire l'intention de l'utilisateur. Pour ça, Google va prendre en compte des éléments comme l'emplacement géographique de l'utilisateur,
son historique de recherche, etc., etc., et décrypter la requête. C'est-à-dire que Google va en étudier chaque mot pour essayer de les relier à des éléments qu'il connaît. Pendant la préparation de ce podcast, j'ai pu lire à pas mal d'endroits que Google s'était longtemps appuyé sur différentes techniques, comme le stemming, l'utilisation de la racine des mots, ou encore l'utilisation de bases de données de synonymes, et puis la reconnaissance d'entités dans la requête. Et ces bases d'entités, il est allé les piocher directement chez les Wikipédia, les Freebase, et puis récemment Wikidata. Tout ça jusqu'à finalement créer sa propre base de données ultime, son Knowledge Graph. C'est grâce à lui que, quand vous cherchez CEO de Tesla, Google comprend que, en fait, vous parlez d'Elon Musk. Revenons à Hummingbird, la suite directe du Knowledge Graph qui a aidé Google à passer de la recherche de chaînes de caractères à la recherche d'entités. Le fameux slogan que vous n'avez pas pu rater si vous faites du SEO depuis quelques années, Things Not Strings. Grâce à Hummingbird, l'interprétation des requêtes est devenue en fait très très bonne, et en particulier pour les requêtes qui contiennent des synonymes ou des entités déjà présentes dans les bases de données de Google. Alors c'était pas mal, mais pas encore optimal pour Google, puisqu'ils ont décidé d'aller encore plus loin. Et on peut imaginer que maintenir à jour en fait en permanence des bases de données de synonymes, des bases de données d'entités, etc., eh bien c'est un travail qui est juste colossal. Quand on couple ça au volume de nouvelles requêtes faites chaque jour sur Google, on voit tout de suite l'ampleur de la tâche. Quand je faisais mes recherches sur RankBrain, je suis tombé sur un article publié sur l'un des blogs de Google en 2017 qui s'appelle « Nos dernières améliorations de qualité pour le moteur de recherche ». Et dans cet article, il parle de 15% de nouvelles requêtes à gérer chaque jour. Donc effectivement, c'est bien un chiffre qui est complètement dingue, et c'est face à ces difficultés que RankBrain a fait son entrée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, RankBrain n'a pas remplacé l'algorithme Hummingbird. En fait, RankBrain, c'est un morceau de ce qu'on appelle plus communément l'algorithme Google. Dans son article, qui s'appelle FAQ tout sur l'algorithme Google RankBrain, il y a Danny Sullivan, qui est co-créateur du site Search Engine Land, qui a trouvé une très bonne métaphore pour l'expliquer. Il dit que Hummingbird, c'est l'algorithme de recherche globale, tout comme une voiture a un moteur global en elle. Le moteur lui-même peut être composé de diverses pièces, telles qu'un filtre à huile, une pompe à carburant, un radiateur, etc. De la même manière, Hummingbird comprend plusieurs parties, avec RankBrain, qui est notamment l'une des plus récentes. Parlons maintenant de la façon dont RankBrain aide Google à mieux comprendre les requêtes en s'appuyant sur du deep learning. On l'a vu, chaque jour sur Google, il y a à peu près 15% de nouvelles requêtes, c'est-à-dire des expressions ou des mots-clés que Google n'avait jamais vus avant. Je pense qu'il y a de grandes chances pour que ce pourcentage soit en plus en train de grossir à mesure que la recherche vocale se démocratise. Et cette recherche vocale, eh bien, elle amène une hausse des requêtes en langage naturel, c'est-à-dire des vraies phrases et plus une suite de mots-clés. Ça aussi, ça amène une certaine complexité pour Google dans la façon dont il doit traiter les requêtes. Avant RankBrain, Google était déjà capable de gérer certains types de requêtes inconnues. On a parlé de stemming, de l'exploitation des synonymes, de la reconnaissance d'entités, plus globalement de Hummingbird et du Knowledge Graph. Pour résumer un peu ces méthodes-là, j'ai l'impression que Google en fait essayait surtout de simplifier la requête et d'en comprendre le plus de termes possible. Mais ce que fait RankBrain m'a l'air totalement différent. RankBrain exploite chaque mot de la requête pour en extraire le sens complet. Dans une interview qui a été donnée au SMX 2016, Gary Illies, encore lui, bah oui, il est un peu partout, a donné quelques clarifications sur ce changement de la méthode d'interprétation des requêtes. Il parle notamment des mots vides, vous savez, les prépositions, les articles, les pronoms, etc., qu'on appelle aussi les stop words en anglais, et qu'on utilise de plus en plus en fait, à mesure qu'on parle naturellement dans nos requêtes. Il dit que RankBrain comprend qu'il ne faut pas supprimer certains mots vides. Parfois, le mot « avec » est supprimé d'une requête pour l'interpréter, mais RankBrain comprend qu'il faut le garder. On refait maintenant un petit saut dans le temps. On est en 2015, donc je rappelle, c'est l'année où RankBrain a été dévoilé, et Google vient de déposer un brevet. Donc ce brevet, il a été interprété par Bill Slawski, qui a décidé d'en écrire un article qui s'appelle « Investiguer Google RankBrain et les substitutions de termes dans les requêtes ». Alors Bill Slawski, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le créateur du blog SEO by the Sea. C'est quelqu'un qui a une passion assez surprenante et originale. En fait, son kiff, c'est d'éplucher les brevets de Google. Et dans son article, il explique que ce brevet, il ressemble très fortement à RankBrain. Dans ce brevet, on découvre
une méthode que Google RankBrain pourrait utiliser pour transformer la requête de l'internaute, notamment en utilisant des termes de substitution grâce à une technique qui s'appelle le word embedding. Le but, c'est de préciser la requête à la place de l'internaute, c'est-à-dire de deviner ce qu'il a voulu dire. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Dans le brevet, il y a un exemple concret, c'est la requête New York Yankees Stadium. Cette requête, Google va la transformer en une nouvelle requête dont il va servir pour créer sa page de résultats. Dans le brevet, on voit que Google passe de la requête New York Yankees Stadium à Yankees Baseball New York Stadium. Donc Google ajoute un mot, baseball, et change l'ordre des mots. J'ai rapidement évoqué le word embedding tout à l'heure, et c'est la dernière pièce du puzzle qui nous manquait pour comprendre la façon dont RankBrain traite les requêtes. On va encore faire un petit saut dans le temps, on va encore remonter de quelques années, et on va faire un petit crochet par l'année 2013. Il y a une équipe de chez Google qui travaille sur l'idée de reconstruire les contextes linguistiques des mots. Cette équipe, elle est dirigée par un certain Thomas Mikolov, et ce Thomas Mikolov, il publie un article sur le blog open source de Google qui s'appelle « Apprendre la signification derrière les mots ». En fait, dans cet article, il explique que son équipe vient de donner naissance à l'algorithme Word2Vec. Word2Vec, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'article le définit comme une sorte de boîte à outils open source pour promouvoir la recherche sur la façon dont le machine learning peut s'appliquer aux problèmes de langage naturel. Concrètement, Word2Vec lit des corpus de texte, par exemple toutes les pages Wikipédia, et crée une sorte de carte visuelle des concepts et va être capable de regrouper les concepts proches dans la visualisation. Pour ça, il va utiliser une technique qui permet de représenter les mots ou les phrases d'un texte par des vecteurs, c'est-à-dire des objets mathématiques, pour que l'ordinateur puisse les comprendre. Il s'agit de ce qu'on appelle les word embedding. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, le word embedding ? Le but, c'est d'identifier des relations entre les mots en calculant une distance entre eux. Plus les termes apparaissent fréquemment les uns à côté des autres dans les corpus de texte, et plus ils vont être considérés comme proches. Concrètement, chaque mot unique dans le corpus va se voir attribuer un vecteur dans l'espace. Donc les vecteurs vont être positionnés de telle façon que les mots qui partagent des relations et des contextes communs dans le corpus vont être situés à proximité les uns des autres. Cette approche, elle nous permet par exemple de savoir d'un point de vue mathématique que le mot Paris est lié au mot France, et également que les mots homme et femme sont liés. Le fait de transformer des mots en objets mathématiques, ça offre aussi un autre avantage. On est capable de réaliser des opérations algébriques sur les représentations vectorielles des mots. Si on fait frère moins homme plus femme, eh bien ça nous donne sœur. Et ça, c'est très pratique pour retrouver des relations entre les mots. Il y a un article que j'ai beaucoup aimé sur lequel je suis tombé aussi en faisant mes recherches sur RankBrain. C'est l'article « RankBrain fonctionne depuis 2 ans et les SEO le comprennent toujours aussi mal » qui a été écrit par Philippe Yonnet et dans lequel il explique qu'avec le word embedding, on est capable de saisir énormément de degrés différents de similarité entre les mots et qu'on peut deviner un mot proche sémantiquement mais qui n'a potentiellement aucun lien d'un point de vue orthographique. C'est bien beau de parler de word embedding, mais quel est le rapport avec RankBrain ? Lorsque RankBrain voit un mot ou une phrase qu'il ne connaît pas dans une requête, il peut deviner quels mots ou phrases peuvent avoir un sens similaire. Et ça, grâce au word embedding. Le texte, qui est transformé en vecteur, peut, de cette façon-là, être compris par des réseaux de neurones, c'est-à-dire pour une utilisation de deep learning. Pour schématiser, très rapidement, les réseaux de neurones, ce sont des procédés informatiques qui permettent de simuler le fonctionnement du cerveau humain. On s'en sert pour prédire une sortie à partir de données en entrée. Pour RankBrain, en entrée, on a des requêtes, parfois ambiguës, parfois longues, de plus en plus complexes, avec des éléments qu'il ne connaît pas toujours. Et ces requêtes vont être transformées en vecteurs. En sortie, il doit deviner ce qui s'en rapproche le plus possible dans ce qu'il connaît pour répondre à l'intention de l'internaute. Mais alors, est-ce que Google utilise l'algorithme Word2Vec dans RankBrain ? Cette question, elle a été posée à Google par Jennifer Slegg du site SEM Post au moment de la sortie de RankBrain, et elle a reçu cette réponse très googleienne. C'est lié à Word2Vec en ce sens que RankBrain utilise des embeddings. Merci Google. Ce premier épisode du cycle des IA est désormais terminé. Merci de m'avoir écouté.
Si vous avez fait d'autres découvertes sur RankBrain, n'hésitez pas à me les envoyer, je serais vraiment ravi d'en parler dans ce podcast. Dans le prochain épisode, on parlera de la façon dont le machine learning est également utilisé dans le moteur de recherche pour le classement des résultats, comme l'évoquait Gary Illies dans le podcast de Marketing Land. Le cycle des IA est un podcast Data SEO Labs, ce sont des formations à la data science et au machine learning, à partir de zéro, généralement sur 1 ou 2 jours, pour les professionnels du e-commerce et du marketing digital. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à consulter le site web dataseolabs.com. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir et surtout de vous dire à bientôt pour un prochain épisode du cycle des IA. D'ici là, enquêtez bien, ciao!